la question de la toute-puissance des enfants, c'est vraiment un thème difficile. Vous imaginez bien que ça va concerner des situations qui sont très problématiques, vécues par des parents, vécues par des grands-parents, vécues aussi par des enseignants à l'école. Voilà. La thématique de la toute-puissance, moi j'ai commencé à la travailler au début des années 2000, donc ça fait presque 25 ans. Et j'ai été interpellée dans le cadre scolaire par des enseignants, puisque je faisais de la prévention des conflits, de la prévention de la violence, et de la gestion de conflits avec les enseignants, donc je travaillais sur le relationnel. Ils m'ont tout d'un coup parlé d'enfants qui étaient un peu bizarres, qui avaient des comportements un peu excessifs, et ils n'arrivaient pas du tout à s'en sortir. Et ma première réaction a été de leur dire « courage, fuyons ». Et puis, ils ne m'ont pas lâché, et donc ils m'ont obligée à travailler cette question-là. Et donc, je travaille en cadre scolaire, moins maintenant, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris le relais, et je travaille beaucoup plus dans les églises, parce que quand j'ai écrit le livre « La toute-puissance à l'école », ça a été lu dans le monde protestant en France, et des personnes se sont approchées de moi en me disant « mais on vit ça, nous, on vit exactement ça dans notre église, dans notre structure, dans notre communauté ». Et donc, ils m'ont obligée aussi à aborder cette question-là autrement, puisque la question ne se pose pas du tout de la même façon en église et à l'école. Voilà. Donc, j'ai une certaine expérience du sujet. Ça ne veut pas dire que les choses se résolvent facilement, mais voilà, une certaine expérience du sujet. Je prépare avec d'autres personnes, un livre participatif. Donc, on est 15 à travailler pour la construction d'un livre qui sera un livre ressource pour aider les églises à repérer et à agir face à cette question de la violence récurrente dans les églises. Voilà. Ce livre paraîtra dans 1 an ou 2. Il sera édité par les éditions Olivetan et la CLC. Alors, je vous propose donc un déroulement participatif aussi. Je suis venue pour que nous parlions ensemble, que vous parliez aussi les uns avec les autres, à partir de récits, donc des courts récits que nous allons lire et repérer ensemble. Et puis à partir de ces récits-là, voilà, qu'est-ce que nous avons à en dire, comment nous réagissons, comme parents, comme grands-parents, comme enseignants, comme pasteurs. Vous êtes aussi pasteur, je crois, c'est ça, voilà. Et donc, on va, si vous voulez bien, mettre en commun. Donc, il y a une première entrée en matière. Vous verrez que je contextualise un peu le fonctionnement de ces enfants très caractéristiques. On parlera de la colère, on parlera du narcissisme, de ce besoin d'être vu et d'être regardé en permanence, de cette certitude aussi que l'enfant sait tout. Il n'y a pas que les enfants qui savent tout parfois. Des situations complètement, on finira par des situations qui sont imprévisibles et qui sont assez déroutantes. Comment réagissons-nous? Et puis, le final, voilà, il faut contenir la toute-puissance, et c'est un travail long, épuisant, mais absolument nécessaire. Et donc, pour que nous puissions fonctionner ensemble, première question, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aborde ces récits d'une manière légère? C'est des choses qui sont un peu lourdes dans le récit, vous allez voir, mais qu'on les aborde d'une manière légère, avec humour si possible, parce que l'humour est une bonne réponse face à ces violences, voilà, et sans se prendre la tête, en restant très simple et très concret, sans théoriser, voilà, dans l'écoute et le respect de ce qui est dit par les uns et les autres. On peut exprimer des désaccords, ça tout à fait, bien évidemment. Il va sans doute y avoir des désaccords sur la façon d'aborder des situations entre vous, mais voilà, ça s'exprime, les désaccords s'expriment d'une façon très tranquille, très paisible, et on s'enrichit aussi de ce que chacun dit. Voilà, il n'y a aucune obligation de parler, bien évidemment, je ne veux pas que vous créez de stress chez vous, mais il n'y a aussi aucune obligation de monopoliser la parole. Voilà, et j'essaierai d'être vigilante à ce que chacun puisse s'exprimer. Ce soir, on dispose à peu près d'1 heure et demie.
On va dire ça quelque chose comme ça. Et puis, on aura un petit moment après où on se déplacera dans la pièce à côté pour partager un verre. Je ne sais pas comment vous appelez ça, le verre de l'amitié. C'est ça, voilà. Alors, l'entrée en matière, c'est un petit garçon de 4-5 ans. Il peut être plus jeune, il peut être un peu plus âgé, 6 ans. Et il fait donc une promenade, tout va bien. C'est un petit garçon qui est très curieux, qui pose beaucoup de questions. Il surprend toujours parce qu'il a un vocabulaire hyper développé, il a le mot juste pour dire les choses. Et puis il écoute d'une façon très attentive aussi ce que l'on peut lui répondre quand il pose une question. Et puis, tout à coup, le chemin devient plus pentu, il est glissant et il se rapproche de sa grand-mère, lui prend la main en lui disant « Mamie, arrête, tu sais pas faire, tu sais pas marcher là, je vais te montrer comment on marche. » Et il lui explique alors comment descendre ce chemin un petit peu en marchant de biais, hein, et pas de face. Et il se prend très, très au sérieux durant cette activité, et il ne comprend pas que les personnes autour de lui disent que sa grand-mère sait parfaitement s'y prendre et qu'il n'a pas besoin de ses conseils. Il est persuadé que sa grand-mère ne sait pas. Voilà, ça c'est pour Arthur. Et puis maintenant le cas de Julie. Julie qui a 4 ans, qui est installée au bord de la piscine familiale. Elle ne sait bien sûr pas encore nager. Et donc dès que Julie s'approche de la piscine, les adultes la mettent en garde en lui disant « Fais attention, tu es trop près, recule, etc. » Et sa mère est en train de nettoyer la piscine et Julie lui dit exactement la même chose que ce qu'on peut lui dire à elle, avec le même sérieux, avec la même conviction, avec la même certitude. Et elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne s'écarte pas de la piscine alors qu'elle lui dit de s'écarter. Elle le fait bien, hein, de s'écarter quand les adultes lui disent. Voilà, et donc Julie se met à bougonner parce que sa mère ne lui obéit pas et que sa mère lui dit qu'elle ne peut pas le faire et qu'elle fait très attention, etc. Donc ce type de moment peut évoluer vers ce qu'on va voir après, la colère, mais ça peut évoluer très vite vers des choses relativement agressives. Voilà, sur ces deux récits, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de ces enfants? Laisser faire Arthur avec sa grand-mère, laisser lui expliquer pourquoi qu'il explique à sa grand-mère. Si la grand-mère accepte des explications, c'est ça? Oui. Alors c'est ça. Est-ce que comme parents, comme grands-parents, comme enseignants, comme pasteurs éventuellement, est-ce que quand l'enfant nous dit ce que nous devons faire ou veut faire à notre place, est-ce que c'est si facile que ça à accepter? Je pense à une enseignante qui me racontait, une enseignante de maternelle qui me racontait qu'elle avait dans sa classe un enfant qui occupait beaucoup l'espace, qui savait tout et qui se considérait comme n'ayant pas besoin d'obéir aux règles qui étaient proposées, il avait les siennes et ça suffisait. Et quand elle commençait une nouvelle notion en classe, tout de suite cet enfant disait « mais je sais, moi je sais ». Il se montrait très vite. Et alors cette enseignante avait pris l'habitude de lui donner la place. Vas-y, tu sais, viens prendre ma place et fais. Mais ça ne devait pas modifier le comportement de l'enfant. Mais voilà, elle avait essayé. D'autres réactions par rapport à ces récits où on entre plus avant? Ces récits, enfin en tout cas le récit d'Arthur en particulier, est là pour indiquer que les enfants dans la toute-puissance peuvent être des enfants délicieux, des enfants adorables, des enfants extrêmement gentils, extrêmement attentionnés, très généreux, mais qu'ils ont des caractéristiques à d'autres moments
qui sont franchement difficiles à vivre au quotidien. Voilà. Et donc, on est tous aussi, nous, en capacité d'être très sympathiques à certains moments et très désagréables à d'autres. Ça fait partie de l'humanité. Mais chez les enfants en toute puissance, on est vraiment dans des excès. Excès de l'un ou excès de l'autre côté. Voilà. Et donc, arriver à garder un regard global, ce n'est pas toujours évident. Alors, la question de la colère. Donc, elle a demandé quelque chose ou elle a voulu faire quelque chose et ce n'a pas été possible. Et donc, il y a des gestes physiques, mais il y a aussi des mots qui fusent, des mots qui peuvent être extrêmement forts et qui peuvent être blessants. Ça, c'est pour Julie. Arthur, donc voyage, sa mère l'emmène à Paris, visiter Paris. C'est des histoires vraies, hein, ce n'est pas des récits inventés. Hein. Et donc, ils vont visiter, à la demande d'Arthur, qui adore les dinosaures et toutes ces bêtes voilà, d'un monde révolu. Et donc, ils vont visiter la grande galerie de l'évolution ensemble. Il est très content durant la visite, mais il sort en bougonnant. Donc, déjà, il commence à être un peu en tension. Il n'y avait pas de dinosaures, c'était nul. Puis, sans aucune transition, tu décides toujours tout, je ne peux pas choisir, il faut toujours que je t'obéisse, j'en ai marre de faire tout ce que tu veux. La mère, comme toutes les jeunes mères, elle tente une explication, elle tente d'apaiser, une explication aussi raisonnable. Et dans le jardin comment il s'appelle ce jardin ? Le jardin des plantes, merci bien. Dans le jardin des plantes, il s'arrête, donc il prend un peu de distance. Et à bonne distance, le visage transformé par la colère, il hurle « Je sais que tu veux me tuer ». Sale gosse, absolument. La mère a été, dans l'instant, pétrifiée. Autour d'elle, les personnes aussi, vous imaginez bien. Bon, il a repris la main, mais il a fallu marquer le coup. Voilà, la question de la grosse colère. Il y a un petit livre qui a été écrit, que vous avez peut-être vu, que vous avez peut-être lu, qui s'intitule « Grosse colère ». Ça vous dit quelque chose ? Non, voilà. Grosse colère envahissante. Je ne vais pas vous laisser l'image parce que quand même elle est un peu fatigante. Je reviens sur le récit d'Arthur. Voilà le type de comportement que peut avoir un enfant en toute puissance. Que peut avoir aussi un adulte en toute puissance. Il va décrédibiliser, il va être extrêmement désagréable, méprisant à l'égard de ceux ou de celles qui tentent de s'opposer à ses désirs. Et quand c'est une fois par hasard, bon, ça peut être, on peut en rire après coup, mais quand c'est tous les jours, ça devient systématique. Que toute frustration est vécue comme quelque chose qui est insupportable et du coup produit une réaction extrêmement forte. Ces petits-enfants, quand je les vois changer de visage, un visage très souriant, très agréable, très avenant, puis tout d'un coup, prendre un visage où vous sentez quelque chose qui est de très fort et de très, très désagréable qui est en train de se mettre en place, moi je pense toujours au livre de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais on est dans quelque chose de cet ordre-là. Tout d'un coup surgit en soi quelque chose de très très violent, que l'on porte en nous-mêmes. Hein. Nous aussi, on porte ça en nous. Hein. Mais on a appris, pas toujours, mais bon, on a appris quand même à contenir, à apaiser, à transformer. Alors qu'à cet âge-là, on n'a rien appris de tout ça encore, et qu'on le vit d'une façon forte. Hein. D'autant que la frustration, qui est de moins en moins tolérée aujourd'hui, est vécue comme une privation. Et une privation, c'est de la maltraitance, la privation.
Et donc du coup, imaginez si on était privé de quelque chose qui est essentiel dans nos vies, on pourrait être très agressif contre les personnes qui nous privent. Et donc l'enfant est dans cette situation-là. Et il l'exprime avec les mots qu'il a, avec les gestes qu'il a, d'une façon très, très violente, parce qu'il se ressent violenté. Lui-même se sent violenté. Et donc il fait violence à l'extérieur. Parce que vous dites les enfants tout-puissants, mais ça concernerait qu'une catégorie d'enfants. Bien, ce type d'attitude, on les retrouve pratiquement chez tous les enfants. Alors, elles font partie, la toute-puissance fait partie de l'humain, de l'humanité. On a cette toute-puissance en soi, et on va petit à petit, à condition qu'on soit dans un contexte favorable, petit à petit apprendre à la contenir et apprendre à la transformer en force de vie et pas en force de mort, comme la toute-puissance peut s'exprimer à l'état spontané. Dans la société occidentale actuelle, ce type de comportement est de plus en plus évident. Quand j'ai commencé à travailler sur la question en 2025, il y avait un enfant par école. C'est pour ça que je disais courage, fuyons. On se le refile, quoi. On le file à l'autre pendant 1 heure ou 2, et puis voilà. Aujourd'hui, il y en a 15 par classe. Alors je parle pour la France, hein. La Suisse, je ne sais pas. Mais en France, il y en a beaucoup. Et ces comportements-là, on les voit aussi chez des personnes. On les voit au collège, on les voit au lycée, mais on les voit aussi chez des personnes majeures, de plus en plus fréquemment chez des personnes majeures. Si je vous pose la question, est-ce que dans votre entourage, alors pas obligatoirement familial, mais votre entourage, personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, ou dont on vous a parlé, dans votre entourage, est-ce qu'il y a des personnes que l'on appelle perverses narcissiques ? Alors, ça peut être un entourage lointain, hein, mais vous connaissez des personnes qui vous parlent de ce type de personnes. Hein, qui parlent de ce type de personnes. Voilà, qu'elles ont subi, ou elles savent qu'une amie a vécu ça, ou un ami a vécu ça. Ça fait partie, c'est une problématique qui est de plus en plus, qui existe de plus en plus, qui est de plus en plus fréquente. Et les personnes qui le subissent ne sont pas des mythomanes qui racontent des histoires pour se faire plaindre ou pour occuper l'espace et qu'on les écoute. C'est des histoires vraies. Donc c'est une problématique de société. Mais quelle différence entre l'affirmation de soi, qui est cultivée dans la société quand même, et la toute-puissance? C'est proche l'un de l'autre? On bascule de l'un à l'autre? On peut basculer de l'un à l'autre. Affirmation de soi, c'est-à-dire que j'affirme ma position, j'affirme ma conviction, mais je ne l'impose pas à l'autre. Dans la toute-puissance ou dans la perversion narcissique, il y a de la violence. Il y a de l'emprise sur autrui ou il y a du harcèlement. L'emprise, c'est j'exerce un pouvoir sur autrui, mais cet autrui, il est d'accord pour que j'ai ce pouvoir sur lui parce qu'il m'admire. Et donc, tant que c'est une admiration qui n'est pas obligatoire, mais qui relève du désir de la personne d'admirer l'autre, bon, après tout, pourquoi pas? C'est pas un problème en soi. Mais quand ça devient du harcèlement, avec un objectif d'annihiler la responsabilité, d'annihiler le libre arbitre, d'annihiler la pensée de la personne, on est dans de la violence. Et la violence est toujours inacceptable. À propos de ces enfants, est-ce que vous avez remonté un peu les premières années au niveau de la frustration? Est-ce que c'était des parents laxistes? Est-ce que c'était des parents qui mettaient quand même des limites? Est-ce qu'il y a en fait un lien entre la non-frustration que certains parents vis-à-vis de leurs enfants ou non? Est-ce qu'il y a un lien entre les premières années voilà, est-ce qu'il y a une étude faite sur ces enfants qui... Alors, oui, la frustration, c'est difficile de toute façon. Supporter la frustration, c'est extrêmement difficile. Dans une société de consommation comme la société dans laquelle nous vivons, la frustration est de moins en moins tolérée, y compris par les adultes.
c'est tout de suite. Hein. J'ai un appel téléphonique, j'attends pas, je réponds immédiatement. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiateté. Donc on est dans un contexte qui favorise, qui favorise la non-acceptation de la frustration. Mais les parents que j'ai pu suivre ont fait leur travail de parents. Ils n'étaient pas plus laxistes, ils n'étaient pas laxistes, ils étaient à poser des règles, etc., qui sont parfaitement comprises. Arthur et Julie, ils comprennent parfaitement les règles. À certains moments, ils vont les respecter. À l'école, ça se passe plutôt bien pour eux. Donc du coup, ils arrivent à vivre dans un cadre et à accepter le cadre. Mais il y a des moments où quelque chose ça a l'air d'exploser, ça ne peut absolument pas être contenu, ils n'ont pas les moyens de le contenir, et du coup, ils explosent, et les parents font ce qu'ils peuvent, et il faut attendre que la colère se calme pour que... et puis après coup, quand les parents reviennent sur la situation, mais Arthur et Julie, ils saisissent parfaitement de quoi il s'agit. Bien sûr, mais bien sûr, j'ai été trop énervée, j'ai pas pu me calmer. Voilà. Et à chaque fois, ils sont débordés. Il y a une sorte de débordement qui est difficilement gérable. Alors, avec le temps, on voit qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Mais il faut beaucoup plus de temps aujourd'hui qu'il ne vous a fallu, ou qu'il ne m'a fallu, pour que mes enfants saisissent que la frustration faisait partie de l'existence et que voilà, il y avait des choses sur lesquelles il fallait trouver un aménagement. Quoi. Si je ne peux pas manger du chocolat tout de suite, ben peut-être que je pourrais en manger ce soir ou demain, et donc j'attends ce soir ou demain. Voilà. Aujourd'hui, l'enfant ne le supporte pas. Et il a une position qui est... Mais j'ai envie, donc je dois pouvoir réaliser mon désir dans l'envie de l'instant. Oui. J'ai rencontré une situation récemment dans un centre commercial tout près d'ici où on voit un père et deux enfants, et il y a un enfant qui a un plein qui comme ça. On ne sait pas, nous, le public, mais on voit que ça attire l'attention. On regarde non seulement l'enfant, on regarde le père, et puis on se demande comment la situation va évoluer. Et je pense que le côté éruptif de la situation a dû surprendre le père, qui essayait de calmer et tout, et l'enfant, il s'est vraiment été dans cette situation, sans connaître le contenu. Je dis, c'est pas évident de reprendre, parce qu'on peut être très strict en regardant l'enfant dans les yeux, en le menaçant, en quelque sorte. Est-ce que c'est une bonne chose? Comment est-ce qu'on s'en tire là? Parce que c'est vraiment... Moi, je me dis, mais c'est désopilant pour tout le monde. L'enfant qui est dans sa rage, il n'arrive pas à sortir de là. Et le père qui est pris en otage par l'enfant et par les gens. Alors, il ne regardait pas trop les gens, heureusement, mais moi, je pense qu'il y a une pression sociale aussi. Enfin, le regard des autres, c'est pas tout évident. C'est ça, oui. Ah, oui. C'est vrai qu'on voit ce genre de situation assez facilement dans les centres commerciaux. Oui, le lieu du désir. Hein. Les objets pour les enfants sont vraiment à leur niveau. Et on les voit prendre un objet et tout de suite, il y a le compte. Parce qu'à un moment dit, tu reposes, tu le reposes, et ça déclenche Et là, on n'a pas jugé les parcours. Parce que ça devient vraiment pas évident. Non. Ça, c'est dans ce contexte, justement, du centre commercial qui offre, on peut le prendre, c'est à la porte. Eh oui, Le marketing. c'est ça. Le marketing. Oui. Mais l'enfant petit ne le sait pas. Il n'a pas compris tout de suite. Mais on fait ce qu'on peut. Et les tentatives, alors parce que moi j'ai expérimenté la réponse de type arrête, tu te calmes, ça suffit. Et voilà. Et donc avec ces enfants-là, d'abord quand on est envahi par des émotions aussi fortes que la colère, on est inaccessible. On est inaccessible. Alors si on peut l'attraper, le maintenir et le contenir et sortir, on le fait si on peut. Si on ne peut pas, on fait ce qu'on peut. Donc c'est sur le moment réagir de façon raisonnable ou avec des explications ou des choses ça ne marche
que dans la mesure où on n'élève pas le ton. Parce que si on élève le ton, l'enfant va l'élever aussi. Et on entre dans une spirale infernale, dans la mesure où face à ce type d'enfant, et on en reparlera à l'adolescence, parce que c'est bien plus compliqué à l'adolescence, ces enfants-là ne baissent pas le ton et rentrent dans l'interaction. Si mon père me parle plus fort, moi je parle plus fort, parce que c'est humiliant pour moi, ado ou enfant, de baisser la garde, quoi, et de me faire un peu petit et de me taire. Et donc on monte en pression. Et si à un moment donné, l'adulte ne dit pas « stop, ça suffit, je lâche », ça peut aller jusqu'aux coups et blessures. Hein, d'ailleurs, on l'a vu dans certaines situations. Moi, je l'ai vu dans certaines situations scolaires. Des enseignants qui n'ont pas voulu lâcher avec des ados. Ah ben, ils se sont fait sacrément malmener, physiquement. Alors, bien sûr, ça n'excuse absolument pas. Hein. L'enseignant, il a fait penser qu'il devait faire ça, il l'a fait. Bon, mais il faut trouver d'autres stratégies, d'autres manières de faire. Ce n'est pas si simple, mais pas entrer dans la spirale. Parce que ces personnes-là, ces enfants-là, ne baissent jamais la garde. Jamais. Oui, ça, c'est important ce que vous dites. Donc, ils aiment et ils cherchent la spirale, quoi. Oui, mais bien sûr qu'ils la cherchent. Ils sont dans une posture où être vaincu est impossible. Impossible. Donc, si on le confronte, on est foutu. C'est ça, donc il faut trouver des voies de contournement, ou aller lui dire, ben, si on est à la maison, c'est plus facile, écoute, tu vas dans ta chambre, là. Hein, hop, va dans ta chambre. Et encore, on n'y arrive pas. Aller enfermer un enfant de 3-4 ans dans sa chambre, ils ont une force décuplée. Hein, ça, il ne faut pas oublier ça, avec des petits. Les petits qui sont en colère, et quand on monte avec eux, comme ça, dans une colère qui est de plus en plus forte, ils peuvent vous casser les mains. Et ils iront jusqu'à là, hein, vous casser les poignets si vous cherchez à les contenir, à les tenir. Donc il faut être aussi attentif aux réactions brutales de ces enfants-là, qui n'ont plus aucune limite. Plus aucune limite. C'est ça la toute-puissance. Il n'y a aucune limite. La toute-puissance humaine. On passe à... on laisse la colère de côté ou ça vous inspire d'autres choses? Peut-être une chose simplement, ça nous renvoie, la colère d'un enfant ou la colère d'un ado, ça nous renvoie aussi à notre propre violence. Alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'occasion, pas au moment où ça se produit, hein, parce que là, il faut gérer la situation présente, mais après coup de se dire, mais, voilà, j'ai drôlement été interpellée là, ça m'a drôlement énervée, hein, c'est insupportable. Alors du coup, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je travaille ça? Parce que l'enfant l'a perçu. Ces enfants en toute puissance, quand ils sont dans cette situation de toute puissance, vous avez bien entendu qu'ils n'y sont pas tout le temps. Il y a des moments où ils sont accessibles à autre chose, et voilà. Et quand ils sont dans une situation de toute puissance, plus rien ne peut les arrêter. Et donc, il y a à être... j'ai perdu le fil, là, du coup. Vous pouvez me remettre dans... J'ai perdu mon... Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, s'ils perçoivent, ils sont aussi extrêmement... C'est curieux, parce qu'ils peuvent plus rien entendre, mais ils voient. Et s'ils voient qu'on est déboussolé, qu'on est démuni, qu'on est prêt à exploser tellement on est énervé, ben, au lieu de se dire, bon, je vais faire attention, je vais pas... Voilà, ils insistent, ils poussent à bout. Ils ont cette capacité de pousser à bout. Désécuriser à ce moment-là pour pousser à bout, parce qu'il y a ce côté où il n'y a plus de limite, mais c'est angoissant. Tout à fait. Donc, ce côté rassurant parce que moi, quand vous m'avez dit ça, je pensais à l'enfant du centre commercial. Ma femme et une de nos filles a fait une crise comme ça, vers une gondole. Et elle a pris ma fille, elle a regardé droit dans les yeux, et elle lui a parlé tout calmement, mais en lui disant que c'était fini, ça cesse. Et là, ça a calmé. Mm-hmm. Donc, c'est la question de regard, tout ce qui passe par là, ça peut être sécurisant. C'est ça. L'idée, c'est de contenir. Contenir, ça ne veut pas dire une camisole de force, hein. Ça veut dire faire en sorte que cet enfant se sente contenu, sente que sa colère est contenue et que donc il est protégé d'une certaine façon, et sécurisé. Mais on parle, j'ai entendu que
il n'y a pas longtemps une émission de radio qui avait beaucoup de parents qui entraient en burn-out face à justement Quand la difficulté qu'ils avaient face à des enfants qui allaient bien, il n'y avait aucun problème jusqu'à 3 ans. Tout d'un coup, ça se déclenchait. C'est ce phénomène de toute-puissance. Vous avez dit 4 ans, voilà. Mais c'est tout à coup un enfant qui n'a jamais présenté ce problème. Tout à coup, il en arrive là. C'est ça que... Oui. Que des parents soient en burn-out, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Il y a des moments où c'est tout le temps, ils n'en peuvent plus. Et s'ils n'ont pas un lieu pour dire « j'en peux plus, j'ai envie de le passer par la fenêtre tellement il m'énerve, j'ai envie de partir », c'est normal de dire ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on passera à l'acte. Hein. On peut distinguer la tentation de l'acte. Mais c'est important d'avoir un lieu pour pouvoir le dire. Et souvent, ils ne l'ont pas, ce lieu-là. Donc du coup, ils supportent, et à un moment donné, ça casse. Et donc, du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait des espaces qui soient créés, hein, pour que les parents puissent mettre ensemble et puis qu'ils puissent justement avoir un lieu sécurisé pour eux où ils peuvent se lâcher. Et à partir de récits, de pouvoir se dire les uns et les autres comment ils vivent ça et qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de faire, comment ils pourraient faire. Voilà, de l'entraide. Ça pourrait être très, très aidant pour les parents, qui sont souvent très seuls, hein, et qui croient qu'ils sont les seuls à vivre ça, alors que c'est tout à fait banal dans les familles. J'ai une copine qui était enseignante primaire et qui est devenue coach parentale, qui a eu, elle, enfin je la connaissais pas encore quand elle était encore enseignante, je l'ai connue, elle avait déjà arrêté, mais justement qui a fait tout ce qui est professionnel et qui s'est reconvertie là-dedans. Et je pense que ça fonctionne assez bien. Il y a pas mal de parents qui vont un petit peu chercher de l'aide, des conseils, échanger entre eux. Oui, ça c'est très aidant, les parents qui consultent et puis avec l'enfant et qui peuvent mettre des mots, mettre des paroles sur ce qu'ils vivent. Mais je trouve que l'entraide mutuelle entre parents qui vivent des situations similaires, ça je trouve que c'est une belle expérience. Enfin, j'ai beaucoup animé de groupes de parents au début des années 2000, de 2000 à 2015, et les parents qui revenaient régulièrement disaient que ça leur faisait un bien fou de pouvoir être avec d'autres parents. Et ça, dans les lieux d'église, ça peut être pensé, ça, ces groupes de parents où on est dans le respect inconditionnel. On n'est que des témoins, il n'y a pas de sachant. Il n'y a pas celui qui sait ce qu'il faut faire. C'est pas vrai, ça n'existe pas de toute façon. La réponse standard, ça n'existe pas. Sinon, je peux vous dire que j'aurais trouvé et je l'aurais vendu. Mais non, ça n'existe pas. Donc on tâtonne, on cherche, on bricole, et petit à petit, on approche d'une... Et puis quand on est porté par un groupe, quand on intervient auprès de son enfant, il y a le groupe derrière. On pense symboliquement, le groupe est présent. Et ça aide considérablement l'enfant à ne pas s'exposer trop fortement. Donc vraiment, l'idée du groupe de parents, c'est tout à fait aidant. Si vous avez dans vos paroisses la possibilité de faire ça, c'est super. Ça me rappelle à la fois. Ça vous rappelle ? Ça me rappelle dans notre maison, quand Claire était petite, elle avait une copine qui m'achetait, Mélanie, qui habitait au 5e, on était au 1er. Et quand les filles étaient vraiment un peu pénibles, elle disait toujours « Ah, je vais aller chez la maman de Mélanie, ah, je vais aller chez la maman de Claire. » Je dis « Allez. » Eh oui. Oui, c'est la c'est la soupape. C'est ça. C'est ça. Je poursuis. Voilà, les enfants là sont en train de se montrer devant leurs parents, et leur objectif c'est de se faire offrir des déguisements. C'est un âge où on adore se déguiser, et où on peut s'identifier à la figure, au déguisement que l'on adopte.
Voilà, ils sont absolument ravis d'aller au magasin, de choisir leur costume, et ravis, bien sûr, quand ils reviennent à la maison, durant les minutes qui suivent. Et ils deviennent très rapidement agaçants parce qu'ils exigent que leurs parents les regardent sans cesse. Ils essayent tous les costumes les uns après les autres, il faut les aider à enfiler. Et donc, du coup, ils prennent beaucoup de place. Voilà, regardez-moi. Vous me regardez? Je suis là, je suis là. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi très fréquent chez ces enfants-là. Alors chez un enfant qui n'est pas dans la toute-puissance aussi, sauf que l'enfant en toute-puissance, il exige. C'est là où il est différent de l'autre moment. C'est que là, il exige et il veut absolument qu'on lui obéisse dans l'instant où il l'exige. Et lui, il prendra des formules les plus agressives possibles pour arriver à obtenir satisfaction. Voilà. Ça vous inspire, cette question de... C'est vrai qu'on voit des fois des enfants, mais guider les parents. C'est eux qui décident, c'est eux qui... Les parents suivent. Il y a une espèce de transfert. Mais le monde économique fonctionne comme ça. Il y a quelques... Oui, mais qui non seulement obéissent, mais suivent les exigences. C'est en Inde. Il y avait une étude en Inde qui est passée il y a quelque temps, montrant que 80%, pour les familles qui peuvent acheter des véhicules, donc 80% des familles qui ont des véhicules ou qui les achètent, c'est l'enfant qui l'a choisi. C'est l'enfant qui choisit la voiture des parents, en Inde. Donc vous imaginez, qu'en est-il ici? Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, il faudrait regarder, sur la question des achats, de ce type d'achats. Mais les enfants guident les parents dans leurs achats. Je veux ça, je veux ci, mais je veux ci pour la famille. C'est aussi le fait d'une société de consommation qui considère que les enfants sont un potentiel extrêmement important. Et donc toutes les études concernant les enfants sont faites aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement concernant les jeunes ou concernant les familles, mais c'est aussi concernant les enfants. Et donc ils savent les enfants savent qu'ils sont comme ça un peu caressés dans le sens du poil par le marché, par les distributeurs. Et donc ça leur donne aussi une impression d'existence. Alors quand c'est à l'école, c'est plus compliqué. Vous imaginez qu'un enfant en toute puissance à l'école qui exige... Alors, il exige qu'on le regarde, parce qu'il dit « maîtresse, regardez-moi » ou « regarde-moi ». Voilà. Mais il peut aussi capter l'attention d'une façon extrêmement mortifère. Je pense à une enseignante qui se débat avec... On est en CP-CE1, donc ça correspond à 6-7 ans à peu près, avec une fillette qui, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut dans la classe, elle hurle, et elle hurle sans cesse. Donc tous les regards sont captés, sont centrés sur elle. Et impossible de la faire taire. Donc ce n'est pas uniquement des enfants qui disent « regardez-moi ». Ils essayent de faire en sorte qu'on les regarde en utilisant toutes les stratégies les plus à leur disposition, et des stratégies mortifères, comme celle de hurler et ne pas s'arrêter de hurler. Et pour autant, cette petite fille n'est pas pathologique, enfin, sur le plan psychiatrique. Elle n'a pas de pathologie particulière. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tous les jours, c'est tous les jours cette situation-là. Alors, elle l'envoie dans une autre classe, il y a une concertation des enseignants, donc elle est déplacée dans une autre classe, et donc momentanément elle reste un peu tranquille, puis la maîtresse la récupère, et il suffit qu'il y ait un instant de frustration pour qu'elle démarre dans ses hurlements. Mais appelle ma mère, je veux rentrer à la maison. Enfin, voilà, c'est des situations qui sont... Elle est épuisée, cette maîtresse. Voilà. Donc les conseillers pédagogiques viennent en classe. Alors en France, il y a de moins en moins de psychologues scolaires.
C'est une profession en voie de disparition, alors qu'il y en aurait besoin de beaucoup plus. Psychologues scolaires ou maîtres, ce qu'on appelle des maîtres E ou des maîtres G, qui sont des rééducateurs. Donc ces personnes-là peuvent prendre l'enfant à part et donc permettre à la classe de fonctionner pendant que l'enfant est pris en charge. Quand ils existent, mais ils existent de moins en moins. Donc c'est vraiment très très compliqué. Hein. C'est des situations très très difficiles à vivre. Ouais. Mais elle est sûrement en souffrance, cette petite fille aussi. Hein. Elle est sûrement en souffrance, mais voilà, il faut faire au quotidien avec ce type de personnalité. Il n'y a plus la peur. Non, ça n'existe plus, ça. La peur, on parle de la peur du gendarme, de tout ça, mais déjà... La peur des gros yeux, voilà, ça n'existe plus. Voilà, il suffit que tu aies les gros yeux pour ça passe. Donc cette notion de crainte, de peur, elle disparaît. Mais ils n'ont pas été éduqués comme ça, les enfants. À 4 ans. Là, à mon avis, mais on peut en parler aussi, les causes sont sociétales et sont aussi juridiques. L'enfant, les représentations de l'enfant ont changé hein, depuis la Charte des droits des enfants de 89. Hein. Les enfants n'ont que des droits dans la Charte, hein, ils n'ont aucun devoir. Hein. Mais c'est une stratégie mondiale. C'est-à-dire que ce texte, la Charte des droits des enfants, n'était pas uniquement pour les pays occidentaux, mais était aussi pour les pays où les enfants n'ont pas de droits. Et d'ailleurs, elle a été adoptée par un certain nombre de pays qui la respectent plus ou moins, mais bref. Et donc les législateurs, quand ils ont fait cette Charte des enfants, ils se sont dit, si on met des devoirs, les pays où les enfants n'ont pas de droits, ils ne verront que les devoirs et ils ne verront pas les droits de l'enfant. Et en ne donnant que des droits aux enfants, on a oublié qu'il y avait des devoirs. Mais il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de droit sans obligation. Et donc, du coup, il y a une fausse représentation de l'enfant. Et puis, les relations parents-enfants et adultes-enfants ont changé. Les enfants sont devenus des interlocuteurs. Les enfants sont devenus des personnes à qui on parle, on s'adresse. D'ailleurs, l'enfant est communicant. Mais dès la naissance, il est capable de communiquer, même avant la naissance. Il est capable de communiquer, d'exprimer quelque chose de son ressenti. Et du coup, les parents, les jeunes parents, les générations montantes de parents ont établi des relations avec leurs enfants qui étaient des relations de proximité, ce qui n'existait pas pour les générations précédentes. Et quand on est en proximité, eh ben on voit ses parents vivre, ses parents agir. Et comment voulez-vous qu'un enfant qui voit son parent se mettre en colère, qui voit ses parents se disputer, qui voit son parent qui s'énerve sur un truc ou un autre qui est normal, hein, c'est des humains, mais il se dit, mais il ne se met pas en position d'admirer cette figure-là. Or, admirer le parent, qui était la caractéristique des enfants, peut-être ça a été la vôtre par rapport à vos parents, elle est liée au fait que l'on imagine le parent et qu'on n'a pas un parent réel devant soi. On imagine que le parent, il connaît tout, il comprend beaucoup de choses. Et du coup, on a bien sûr une admiration pour ce parent-là. À l'adolescence, on va s'apercevoir que c'était une erreur, mais c'est à l'adolescence, pas dans l'enfance. Aujourd'hui, les enfants n'admirent plus leurs parents. Ils n'admirent plus au-delà de 2 ans et demi, 3 ans. Et parce que le parent, c'est un humain, avec ses failles, avec ses fragilités, avec ses qualités, certes, mais avec ses fragilités. Et comme il est très proche, et que les parents se confient aussi hein, aux enfants, ils parlent beaucoup, et ils parlent devant les enfants. Donc l'enfant n'admire plus ses parents. Et donc il n'y a aucune raison qu'il ait peur de ses parents ou qu'il accorde une valeur considérable à la parole du parent. Ça complexifie beaucoup les choses pour les jeunes parents. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc un parent qui reste relativement à distance, hein, c'est comme un pasteur d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est mon expérience d'accompagnateur de pasteur en souffrance qui me fait dire ça. Un pasteur qui est dans des relations conviviales, amicales avec ses paroissiens, d'une certaine façon, il prend des risques. Notamment si dans les paroissiens, il y a des figures qui peuvent devenir des figures de toute puissance. Or, si le pasteur reste suffisamment pasteur et sans avoir des relations amicales avec ses paroissiens, eh bien, il va garder une certaine distance. Il va pas du tout être dans une proximité. Et quand il sera agressé, ce sera le pasteur qui sera agressé, pas la personne qu'il est. Et ça va le protéger. Symboliquement, hein, c'est symbolique, hein, mais c'est très très aidant ça. Donc,
Être parent, c'est pas être dans une trop grande proximité avec ses enfants. Peut-être plus tard, peut-être quand ils sont plus grands, mais pas petits, pas trop petits. Et d'être capable de dire à son enfant, bah stop, ça suffit. Moi, j'ai vu des pères, hein, ça m'a surpris d'ailleurs, mais j'ai vu des pères qui, quand ils frustraient leurs enfants ou ils leur interdisaient quelque chose, ils allaient dans leur chambre pour pleurer. Bon, ben, je me suis dit, ils ont du boulot, quoi. On du pain sur la planche, ces pères, qui doivent arriver à se positionner comme père. C'est le rôle du père de dire à un moment donné non. Le rôle de la mère aussi, bien évidemment, hein. Mais c'est le rôle des parents de poser des limites. Et en même temps, d'aider l'enfant à faire un certain nombre de choses, de lui donner les possibilités d'agir, mais aussi de lui donner des limites face à des situations difficiles. Oui. C'est ce qu'on rectifie avec les gardes partagées. Après un divorce, chacun veut être cool. Oui, ça peut se... Oui. On les comprend, mais en même temps, voilà, les jouets, les ci, les ça, les restos. C'est une espèce de surenchère, oui, c'est possible, oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est pas simple. Une grande majorité des enfants sont issus de ces séparations. Oui, en Suisse, c'est combien à peu près d'enfants de familles séparées? 50%, c'est à peu près la même chose, oui, c'est ça. Donc, à peu près. Voilà, ça arrange pas le... Ah non, ça rend pas les choses faciles, c'est sûr. Et le fait d'être deux pour élever un enfant, c'est aide. Ah oui. Parce que là, on peut se reposer, on peut réfléchir, on peut partir ensemble, il n'y en a pas un qui dit oui, l'autre dit non, c'est ensemble. Oui, il faut qu'il y ait des accordages. Hein. Faut qu'il y ait des accordages. C'est dans le contrat. Oui. C'est l'enfant qui n'a plus de crainte face à l'adulte. J'ai un ami éducateur dans le cadre scolaire. Il devait gérer des situations de violence. Et il disait, il y a une dizaine d'années, déjà, qu'il commençait à connaître des situations où des jeunes de 8, 10, 12 ans n'avaient plus aucune crainte de l'adulte. Et il disait, là, on a passé un cap, il y a une vingtaine d'années, et maintenant, dans notre région. Mais, il disait, c'est un phénomène nouveau. Ça se produisait déjà un peu, mais oui. Où on a dans l'école toute une équipe de gamins qui sont dans cette posture de absolument sans crainte face à l'adulte. L'adulte ne représente plus du tout. Oui, l'autorité, ne serait-ce que l'autorité, faire confiance. Voilà, l'adulte est crédible. Parce que ce sont... Oui, je veux. Et que les adultes critiquent les autorités autour de la table, un président de la République, un conseiller, un institut, dire mais il est nul ton institut. Il ne faut pas s'étonner après, que l'autorité, l'adulte ne soit plus vue comme une personne à respecter. Oui, alors on dit qu'en Occident, les institutions sont terriblement décrédibilisées. L'institution familiale parmi d'autres institutions. Parce qu'il y a un développement d'un individualisme radical qui fait qu'il y a moi-je, quoi. C'est moi-je, et moi je sais. Et on est dans cette logique-là. Hein, ouais. La question de l'enfance, on avait constaté qu'à part l'entrée dans l'école primaire, donc 6-7 ans en France, c'est à peu près le même âge ici, hein, je crois aussi, non? Quelque chose comme ça, hein, en Suisse. Hein. Les enfants voulant s'insérer dans leur culture, s'apaiser au niveau pulsionnel, et Freud avait appelé ça la période de latence. C'était une période de calme psychique, et où les enfants étaient plutôt normatifs. Hein, ça ne se fait pas, etc. Aujourd'hui, alors ça existe encore ces enfants-là, hein, ils existent encore. Mais aujourd'hui, les enfants de 6-7 ans et plus ne quittent pas la petite enfance. Il n'y a plus ce passage et ce basculement de la petite enfance vers l'enfance. L'enfance est en train de disparaître. Et on a, alors des parents s'en vantent, à dire, mais mon fils a 7 ans, il est déjà très,
très adolescent, comme s'il y avait une adolescence qui avait commencé plus tôt. Non, c'est la petite enfance qui n'a pas fini. Et donc du coup, le problème qui va se poser, c'est que pendant l'enfance, l'enfant acquiert les compétences nécessaires pour vivre avec les autres, les compétences humaines, les compétences relationnelles, les capacités aussi de se contenir et de travailler sur lui-même. S'il ne les acquiert pas, il va arriver dans l'adolescence en étant un tout petit enfant, psychiquement. Et là, on en parlera dans 15 jours, mais c'est des situations qui sont explosives. Voilà, donc essayer de redévelopper cette enfance pour lui redonner de la valeur, lui redonner une place et transmettre aux enfants des compétences dont ils ont besoin pour vivre parmi les autres et avec les autres. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure, de façon spontanée, de jeux coopératifs. Développer les jeux coopératifs qui sont des jeux de règles, mais aussi les jeux coopératifs corporels, ça peut être extrêmement intéressant pour que les enfants s'aperçoivent qu'on peut faire avec les autres et on peut construire des choses intéressantes avec les autres. Et ça permet de prendre en compte l'autre et de lui donner de la valeur. Le risque actuellement dans nos sociétés occidentales, c'est que l'autre n'existe plus. L'autre comme autre, donc différent de soi. Je poursuis, si vous voulez bien. Donc ça, c'est l'image pour... voilà, je suis le centre du monde. Il n'y a que moi qui compte. Regardez-moi. Voilà, les enfants qui savent tout et qui veulent faire tout par eux-mêmes. Voilà, je sais. Alors Arthur, il aime beaucoup le bricolage, les outils avec les outils qui fonctionnent avec l'électricité, hein, la perceuse, vous voyez, tous ces outils qui ont quand même une certaine dangerosité. Voilà. Je sais. Et pour apprendre une activité, par exemple, jouer au badminton, sauter à la corde, enfin, il y a plein d'activités qui ont besoin, jouer au ping-pong, il y a besoin de temps un petit peu. Mais non, il sait tout de suite. Il sait. Et il n'a rien à apprendre et il ne veut pas écouter les conseils qu'on lui donne. Donc, du coup, ça devient très vite conflictuel. Voilà. Pour Julie, c'est la même chose, que ce soit à la maison ou à l'école. Voilà, je sais. Laisse-moi faire. Alors, ce qui est intéressant, moi, je vois ça dans certaines écoles aujourd'hui, ça se développe parce que ça ne fonctionnait pas comme ça auparavant, c'est de donner des responsabilités aux enfants. Voilà, alors les responsabilités changent, bien évidemment, mais voilà, il y en a un qui va être responsable de l'arrosage du pot de fleurs, un autre qui va être responsable de ramasser les cahiers, enfin, etc., et plein d'activités, de multiples activités dans une classe, où chaque enfant va être nommé pendant telle durée pour être responsable. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'enfant sent qu'il a de la valeur, sent qu'il peut servir à quelque chose, que son travail est reconnu, puisqu'on attend de lui qu'il fasse telle ou telle chose. Et donc petit à petit, il affine aussi ses comportements. Et il apprend. Donc donner des responsabilités aux enfants peut être une manière de contourner ce type de difficulté. Qu'est-ce que spontanément on a envie de répondre à un enfant à qui, voilà, on est en train de faire quelque chose, mais le faire à ta place, je sais le faire. C'est un petit peu compliqué, c'est pas évident. Nous-mêmes, on a mis un peu de temps avant d'y arriver, et lui, il s'impose et il veut prendre la place. La réaction spontanée, c'est quoi? Moi, c'est de l'envoyer balader, hein, spontanément. Hein, je peux vous dire, ça c'est l'envoyer balader. Moi, j'essaie de l'accompagner dans ce que ça va faire. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que vous arrêtez votre activité. Pour... Ok, voilà, c'est tout ça, c'est notre erreur, parce qu'il ne saura pas après. Voilà. Donc ça veut dire du temps, de la disponibilité. Ah mais oui, ça prend du temps. Ouais. Oui, mais là, dans cette situation-là particulière, c'est ça, et se dire, il n'y a pas d'urgence, bon ben voilà, on va... Ouais, c'est... Je pense à notre dernier fils qui voulait apprendre à lire vélo. Les autres savaient déjà à son âge depuis un moment, mais lui voulait savoir y aller, mais sans qu'on l'aide. Et si je le tenais, ça me fâchait, mais s'il tombait, c'était de ma faute. Voilà.
bah, finalement, on lui a dit, bah, tu vois, on va partir en péniche. Et tous les autres auront un vélo, mais toi, tu ne pourras pas, puisque tu ne veux pas que je t'apprenne. Et là, tout d'un coup, il a appris. En un après-midi, c'était donc, C'est le coup de la péniche. Le coup de la péniche a marché. Mais moi, il me semble qu'on n'a pas assez de temps pour élever Nos enfants. Oui. Quand je vois les classes du primaire, 15, 20 gamins, bon, nous, on était 40. Mais quel temps on accorde à l'enfant? D'autant plus aujourd'hui, où il faut, ben voilà, vous disiez, il y avait un enfant maintenant il y a 15 enfants. De quelle façon on prend le temps? Les parents, idem. Hein. De quelle façon ils rentrent crevés du boulot? Mais quel temps on peut accorder? Donc c'est pas le gamin forcément, lui, mais c'est nous. Quel temps on accorde au niveau de la société aussi? C'est ça. C'est une vraie question, ça. Ouais. Et de prendre le temps. Et on n'est pas, alors que nous sommes toujours très pressés, il faut toujours faire tout très vite, on a plein de choses à faire en même temps. Oui, oui. Moi, j'ai vu en France des activités d'été, de groupes qui se réunissent. Alors, ils font du modélisme, c'est ça, modélisme. Modélisme, c'est ça, modélisme, ou d'autres activités de jardinage. Et les parents sont avec les enfants. Ils sont accompagnés pour apprendre, etc. Ils apprennent ensemble et ils restent ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant parce que bon, on a plus de temps quand on est en vacances, on est un peu plus disponible. Et c'est intéressant pour construire ces moments où on est ensemble, alors que pendant l'année, on est hyper débordé, quoi. Et donc, ça veut dire une tranquillité aussi. Il faut être tranquille, il faut être paisible pour accompagner. Parce que si on est un peu énervé et un peu stressé, c'est compliqué. Hein. Ouais. Je poursuis. Alors, bon, je l'ai un petit peu dit, hein, les traits principaux de la toute-puissance infantile: je suis le plus beau, bien évidemment, je suis le centre du monde, je suis le plus fort, je sais tout, je suis le plus intelligent. Voilà. Et puis, on l'impose. On l'impose aux autres. C'est ça la particularité de cette toute-puissance-là. C'est qu'elle s'impose aux autres, alors qu'elle pourrait être simplement, ben voilà, moi je crois que je suis le meilleur, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Ça, c'est d'une toute-puissance ordinaire et normale. Voilà. J'irai pas plus loin pour cette question-là. Là, on termine avec des situations qui sont imprévisibles, et donc elles sont multiples dans la journée. Donc il faut être tout le temps zen, tout le temps tranquille, tout le temps paisible, faire face à tout. Je pense à Arthur qui passe son temps à ne pas faire ce qu'on lui demande. Pour la toilette, alors il va se mettre à courir dans tous les sens. Il veut prendre un bain, puis non, c'est plus un bain, c'est une douche. Enfin, c'est des histoires à n'en plus finir. La façon dont il se lave les dents est absolument incroyable. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vos enfants l'ont fait, mais voilà. Il se remplit la bouche d'eau, et au lieu de la recracher dans le lavabo, il va par petites gouttelettes l'envoyer partout. C'est marrant. Et il rigole, bien sûr que c'est marrant. C'est évident que c'est marrant. C'est évident que c'est drôle, sauf que quand ça se répète deux fois par jour et qu'on est pressé, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant. Voilà, des situations imprévisibles. Vous en vivez peut-être avec vos enfants et vos petits-enfants, qui sont rigolotes ou moins rigolotes. Après, ça dépend. Ça dépend des jours. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est tellement différent, la relation parentale et grands-parents. C'est très différent. Oui. Parce que le temps, effectivement, il est autrement. Et puis, c'est plus facile parce que je vois ceux dont on s'occupe, on est là pour eux, quoi. Et que pour eux. Alors, les choses sont plus simples quand on est dans une relation parentale, des obligations de travail, et de tout le temps, parce que c'est les fameux chicoufs, hein. Donc, on sait aussi que c'est un moment donné bien déterminé, puis ça
ça facilite les relations. En tout cas, c'est ce que je vis. Après, il faut s'accorder parce que si les parents sont stricts, Ouais. Ouais. si les parents sont. Ils s'adaptent, les petits. Pardon? Ils s'adaptent. L'inverse, ce serait. Alors, chez l'enfant, c'est ma question. Chez l'enfant, il n'y a pas une. Ce qui c'est faire la part des choses ou alors ça parasite. Mais quand il va bien, il fait la part des choses. Mais l'enfant qui est en toute puissance, il va s'en servir. Ah oui, c'est sûr. Autrement, c'est bien qu'il y ait des tas de modèles. Bien sûr, on est bien d'accord. Voilà, avec un enfant tout venant, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Pas de problème. Nous, on n'a que du tout venant. Eh oui. Oui, mais parce qu'il y a quand même une base suffisamment commune dans les limites qui sont posées. Oui, bien Même sûr. si la gestion du temps est complètement différente et que ça paraît un reste complètement différent aussi et qui n'est pas toujours basé sur le temps, malgré tout, même si on essaie de prendre le temps aussi en tant que parent de sortir un peu de ce stress professionnel et comme ça. Mais effectivement, il faut que je pense qu'il y ait une base de limites qui soit, sur laquelle on soit d'accord. Oui, qui est une... Ça pourrait mettre l'enfant, je pense, sentiment de puissance. C'est ça. Eh oui. À condition que père et mère aient les mêmes principes éducatifs. Pareil, c'est ce que. Et puis culturels aussi. C'est ce que tu disais avant. Je me permets de. Dis-moi, You. Ah, bah, You. C'est vrai, et ça rejoint aussi ça, c'est-à-dire que les mêmes exactement, il n'y en aura jamais. Mais après, effectivement, comme tu dis, ça aide d'être à deux, parce que forcément, voilà, essayer de mieux s'accorder, de donner une ligne directrice ensemble. C'est sûr que voilà, ça aide. Après, être exactement sur un milieu toujours surtout, ça. Mon groupe, non, les autres, je pense pas. Toi, c'est évident. Oui, il y a le culturel. Oui. Vous n'êtes pas les enfants de la même façon. Bien sûr. Des parents issus de cultures différentes vont chercher un accordage, c'est peut-être un peu plus... Donc du coup, il faut aménager, c'est sur les choses pas essentielles, sur les choses essentielles, il faut se mettre d'accord, les limites notamment, mais après, ça peut être un jour le parent un des parents qui a la main, le lendemain l'autre, sur des choses qui ne sont pas essentielles, de façon à ce que les enfants puissent voir les modes de fonctionnement. Alors, entre parents et grands-parents, il faut qu'il y ait de la confiance. Il ne faut pas que la confiance... Et puis qu'il n'y ait pas de règlement de compte non plus. Parce que ça arrive. Quand les parents en ont bavé, les grands-parents en ont bavé quand ils étaient parents, du coup, par rapport à leurs enfants, il y a une tentation de... J'aimerais poser une question. Souvent, j'entends les grands-parents dire « Ah, mais ma fille et puis notre beau-fils, autant qu'ils ont des bouches et tout, on n'ose pas faire la prière avec nos petits-enfants, à table, etc. On n'ose pas. » Vous direz quoi à ces grands-parents? Si ça fait partie de leurs convictions, et si quand même ils en informent leurs enfants, et que les enfants ne sont pas dans une hostilité qui soit... Comment? Farouche, oui. S'ils ont des convictions, il faut qu'ils le disent. Moi j'ai des convictions, moi je crois en ça, et je te le... Ils ne s'autorisent pas. Voilà. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une bonne entente. Oui, il faut qu'il y ait quand même un accordage, que les parents ne soient pas en désaccord profond sur cette question-là. Mais après, il faut que les grands-parents s'autorisent aussi à répondre aux questions de leurs petits-enfants concernant, c'est ça, à quoi tu crois, à quoi tu tiens, qu'est-ce qui a de l'importance à tes yeux. Ça, c'est des sujets intéressants, parce qu'on a le temps quand on est grands-parents, on a un peu de temps pour aborder ces questions essentielles. Qu'est-ce qui est important pour toi? La vie, c'est quoi? C'est des questions, mais on les traite d'une façon très, très concrète, on ne fait pas du tout de la philosophie. Mais voilà, dans son quotidien, et du coup, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Ouais. Alors, pour Julie, c'est un petit peu autre chose, la situation imprévisible. Mais ça pourrait être aussi Arthur, mais bon, là, c'est Julie qui...
Oui, Julie, c'est une chipie, c'est ça, oui. Et donc, ils disent ce qui leur passe par la tête dans l'instant où ça leur passe par la tête. Donc, voilà, la préoccupation de Julie, dans un déjeuner familial qui était assez élargi, hein, c'était la famille. Voilà. Oui, j'ai ça un temps un peu particulier. Voilà. Alors, le grand-père, il est resté... Quoi ? Voilà, c'est des choses qui peuvent surgir comme ça, des questions... Vous parliez tout à l'heure de l'humour. Je pense que ça peut être une belle piste, mais il ne faut pas tourner à la dérision. Je ne sais pas ce que je répondrai là. Ils sont des spermatozoïdes papier. Oh, ils sont bien cachés, puis ils sont chauds. Voilà, je ne sais pas si je répondrai ça, hein, mais c'est vrai que c'est hyper... Oui. Un de mes petits-fils qui a commencé à parler de ça. Mais très spontanément, je me suis montré, j'ai répondu naturellement, il ne cherchait pas, hein, par contre. Mais c'était pas tabou. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de choses taboues. Bien sûr. Et elle serait tabou si moi je me fermais. Et alors que là, il y avait, et puis ça a répondu une deux questions, puis après on peut passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a l'humour pour être piste, mais pour avoir sans. Oui, mais le problème, c'est qu'en situation, quand ça arrive pour la première fois, on est un peu... C'est pas évident d'avoir l'à-propos. On peut éclater de rire aussi. Ah oui, mais je pense, oui, c'est ça. Après, je crois, après la surprise, ils ont ri, bien sûr. Mais voilà. Il faut vérifier s'ils savent que ça veut dire. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas sûr. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est un mot qu'elle avait dans son vocabulaire. Oui. C'est un mot qu'elle avait dans son vocabulaire, Julie. C'est un mot compliqué. Ah bah oui, plutôt, oui. Ça veut du grec. Mais c'est plutôt un propos que l'on dans une relation duel. Hein, l'enfant est avec, on se promène, puis tout d'un coup, ça lui vient à l'esprit. Là, dans un déjeuner de famille, c'est quand même assez... Oui, ça c'est... Après, il y a une culpabilité peut-être des parents, on a mal élevé. Ah oui, ils peuvent ressentir ça, oui. Qu'est-ce qui te prend d'avoir une réaction un peu culpabilisante, oui. Quand j'étais gamin, c'était la claque. Ouais. Là, ça aurait été la claque. Quand on parlait de la peur de l'autre, la main, on dit ça va, ou bien pouf. Et aujourd'hui, on fait autrement. Ah oui. Oui, parce que la claque... Alors, une seule claque, non, mais voilà. Je pense qu'aucun parent n'osera donner une claque à son enfant devant témoins. C'est pas évident, hein, de le faire aujourd'hui. Alors que c'était une pratique éducative, jadis. Au niveau de l'enseignant, moi j'ai reçu des coups de règles cassées sur la tête et puis sur les doigts. Ça. On trop jeune mieux, pour avoir connu ça. On comprend mieux. Mais oui. C'est pas évident. C'est une méthode? Aujourd'hui, Non. cette méthode-là, Autrefois, c'était une pratique éducative, oui, mais qui était... je dirais, quand il y a un acte corporel, vraiment d'une façon qui est pensée, qui n'est pas un passage à l'acte, hein, quelque chose qui a été réfléchi pour mettre un terme à une situation qui est vraiment difficile, et que ça se produit une fois, bon, mais aujourd'hui, c'est considéré très vite comme de la maltraitance. Un enseignant en France qui donnerait un coup de règle, mais il est mis à pied tout de suite. Parce que l'enfant a son avocat. En tant qu'enseignante, en tout cas, j'aurais aucunement envie de faire ce genre De genre de choses, oui. Non, j'ai pas envie de faire mal à un enfant, même Tu si n'as aucune m'énerve. Aucune Règle. règle. Ah, j'ai pas compris ça. C'est drôle, j'ai compris pas de M. Ah, c'est intéressant. Oui. Non, c'est vrai que je peux être plus décontenancée par les comportements forts. Plus savoir, dans ma nouvelle classe, heureusement, ils sont plutôt la même chose, vraiment. Mais alors, j'ai pu avoir, par exemple, parce que vous avez des enfants, on essaie d'être inventif, etc. Mais vraiment, ça a été vraiment dur, en tout cas.
Et là, on parlait des deux paroles avec le parent, et c'est vrai que là, ça a été important pour moi d'être dans une équipe où ça se passe bien, où je me suis sentie soutenue, etc. Et voilà, parce que c'est vrai que selon les groupes de classe ou les individualités qu'il peut y avoir dans les classes, alors voilà, à titre personnel, ça me viendrait jamais à l'esprit d'avoir des gestes de violence entre les enfants, mais effectivement, ça change la gestion de classe, de plus avoir recours aux méthodes qu'il y a. C'est efficace. Pardon? C'est efficace parce que vous voyez ici. J'ai des parents des fois d'élèves qui me disent on a des serges. Et des fois j'ai envie de leur dire la plupart du temps les enfants ne font pas beaucoup de bêtises, donc ça fait la plupart du temps très bien. Mais heureusement on n'a pas non plus voilà, mais plutôt à chercher aussi des classes et des enfants. Enfin bref, pour dire que j'ai des fois eu des ouais, t'as eu envie. Non, pas du tout, des petites discussions. Il y a des petites discussions avec des parents d'élèves qui justement viennent d'ailleurs ou qui plus anciennement ont connu des méthodes plus strictes et qui sont un peu aussi peut-être décontenancés, peut-être que maintenant l'école est dans une autre posture en fait, on n'est plus dans la même posture effectivement, l'enfant et l'adulte n'ont plus le même rapport qu'avant, donc c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux pour tout le monde quand même aussi, comment s'accorder là autour, voilà. Il y a une situation aussi où les bénévoles qui font catéchisme aux petits ont trouvé qu'ils étaient d'une malpolitesse épouvantable. Ces gamins pourtant là, De bonne famille. Et la question de catéchèse, c'était mais on n'a pas à faire leur éducation et en même temps on peut pas accepter. Donc elles se sentaient en porte-à-faux entre la vulgarité de ces gamins et puis leur responsabilité de catéchèse. Et elles culpabilisaient quand on était un enfant dehors, je ne sais pas quoi, parce qu'elles disaient mais dans l'église on devrait être gentil. Je fais des raccourcis. Mais c'est un malaise qui, sûrement, est dans toutes les paroisses. On n'est pas gentil quand on met pas de limites. Moi, je pense qu'on ne peut pas. Les enfants. Oui, mais dans l'église, on ne devrait pas s'énerver, on ne devrait pas punir, on ne devrait pas. Pourquoi? Oui. Ça ne devrait pas se produire dans l'église. Voilà. On ne devrait pas faire de discipline. Oui. Voilà. La question du vocabulaire, ça rejoint les situations imprévisibles parce que de plus en plus d'enfants sortent. C'est un petit peu comme un robinet qui serait ouvert et tout sort, tout cru, sans aucune élaboration. Avant 6-7 ans, de plus en plus, on voit des enfants qui, ça leur vient à l'esprit, ils le disent. Il n'y a pas cette barrière. Alors, barrière des dents, on a ça dans Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, on a la barrière des dents qui permet de garder derrière les dents ce qui se passe et puis de ne sortir que ce qui est absolument acceptable. Il n'y a pas de filtre. J'ai envie, et donc je le dis. J'ai envie de dire telle ou telle chose. Voilà. Peu importe les mots, ça peut être des mots extrêmement orduriers d'ailleurs, mais peu importe, c'est venu à l'esprit et ça sort. Donc ce qu'ils ont besoin, c'est d'apprendre à contenir. Tu peux penser tout ce que tu veux, moi je répète ça à un de mes petits-fils sans arrêt. Tu peux penser tout ce que tu veux, mais tu n'es absolument pas obligé de dire tout ce que tu penses et de le dire comme tu le penses. Alors des fois, on reprend des choses qu'il a envie de dire et on les reformule, on apprend la reformulation. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire, qu'une catéchète peut faire. On est dans la transmission de compétences. Et ça fait partie, les compétences humaines, elles font partie de l'éducation chrétienne. Mais seulement, il faut les avoir acquises soi-même, il faut savoir reformuler, mais oui, et les formations, ça existe. C'est vrai que tout à l'heure, on se demandait si
Elle savait même ce que ça voulait dire. Oui. Typiquement, voilà, des fois, ça peut être... moi, j'ai vu quand mon grand a commencé l'école, bah, il est tout de suite revenu avec des mots, des trucs. Je me suis dit, voilà, là, donc c'est vrai qu'il faut un peu déconstruire, dire, qu'est-ce que ça veut dire, où t'as entendu ça, qui dit ça, pourquoi, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu dis, parce que souvent ils répètent, voilà, ça peut être soit par les pairs dans le même âge, ou alors ils sont peut-être entendus ailleurs, et je pense qu'il y a un peu aussi une espèce de curiosité, de vouloir comprendre, et puis que c'est maladroit, mais Puis prononcer un mot nouveau et un mot qu'on sent chargé d'un... Il dit quelque chose, ce mot, il n'est pas habituel. Alors le sortir de sa bouche comme ça, c'est un vrai plaisir pour les enfants. Par exemple, on peut apprendre en formation, quand on a envie de dire un mot grossier, par exemple, il y a le langage des fleurs qui permet de remplacer le mot grossier. Par exemple, quand on veut dire « tu me fais chier », on dit « fuchsia ». Et dire fuchsia, c'est peut-être un peu inadapté dans une situation donnée, mais en tout cas, il y a une transformation. Ben, voilà, mais oui, il y a plein de possibilités pour dire sans dire. Et ça, si on ne l'apprend pas, on ne peut pas le savoir. Et dans le vocabulaire ordurier, je pense que c'est important de dire que... Ça fait du bien, des fois, de dire des mots... une situation donnée un peu fort. Bon, quand on est tout seul, on peut se les dire tant qu'on veut, ça ne gêne personne. Mais quand on est devant d'autres personnes, on les transforme. Et ça fait partie aussi d'une règle qui est que la violence que chacun porte en soi peut être transformée en quelque chose qui est créatif ou qui est vivant. Voilà, et la dernière, c'est tout un programme. Contenir... Voilà, travail nécessaire, mais épuisant. Voilà, des idées pour aider les parents, pour aider les jeunes parents, les parents d'enfants jeunes ou les jeunes parents. C'est vrai que dans les paroisses, on aurait beaucoup plus prendre conscience de ça. Oui. Que tous ces enfants qu'on a et ces ados, ils ont des parents. Donc, et des enfers, certains. Comment avoir une chambre d'écho, comme vous le disiez, Oui. très justement. Ouais. Comment envoyer nos catéchètes se former aussi, de dire, mais voilà, un peu quelques outils, au lieu qu'elle désespère et qu'elle quitte, avec un sentiment d'avoir raté. Épuisé. Est-ce que ça joue le fait que l'enfant appelle le père ou la mère par son prénom et pas papa ou maman? Oui. Oui, parce que s'il appelle par son prénom, il a une relation plus égalitaire que papa et maman. Oui, c'est la fonction, il l'appelle par sa fonction. Et le parent c'est d'abord la fonction de parent. C'est pas un copain, enfin ça ne devrait pas être un copain. Ça m'a toujours surpris Mais, appeler leurs oui. parents par leur prénom. Après, c'était sans doute difficile pour certains parents d'être dans cette fonction parentale si eux-mêmes n'ont pas vécu, n'ont pas eu des... Parce qu'on s'identifie, hein. Peut-être qu'ils ont un regard aussi peut-être un peu péjoratif sur le parent traditionnel. Enfin, mais du coup, ça pourrait se travailler dans un groupe de parole. Les parents pourraient raconter leurs difficultés à être parents ou leur non-désir d'être parents. Voilà, j'en voulais pas, et puis il est là, alors j'y arrive pas. Ou de pouvoir dire ça à d'autres personnes qui accueillent sa parole et qui disent, moi ça m'est arrivé aussi de me sentir comme ça, et donc voilà comment j'ai fait. Je suis allée voir quelqu'un pour en parler. Enfin, qu'on se donne des billes, qu'on s'aide mutuellement, et qu'on ne soit pas tout seul avec sa problématique à tourner un peu en rond. Quand dans une communauté il y a des enfants, dans l'église dans laquelle je suis, moi il n'y a plus d'enfants. Donc voilà, je ne peux pas proposer ça aux parents puisqu'ils ne sont pas là. Mais quand dans une communauté il y a des parents, ça peut être intéressant d'avoir un lieu de parole vraiment égalitaire. Là, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. On est tous, voilà, c'est un groupe de partage, on est tous en position de témoignage, de témoigner de son expérience, de témoigner de sa pratique, et on n'est pas sachant pour les autres.
je suis plein de compassion pour ceux qui élèvent seuls leurs enfants, Ah bah oui. qui n'ont pas de famille. Ah C'est épuisant. On doit avoir un boulot à 100%, on doit s'occuper des gamins quand on rentre, on doit porter les soucis. Et tout le temps, et tout le temps. On n'a pas le temps de faire des liens avec d'autres. Ben oui. C'est... Bon, je comprends les mères qui n'en peuvent plus. C'est souvent les mêmes. Souvent les mères, ben oui. Alors là, je dis, mais comment on peut, quand on sait ce que c'est, on va passer par là. Alors elles font ce qu'elles peuvent, hein. Elles font ce qu'elles peuvent. Et alors souvent on me dit, mais bon, c'est pas suffisant de faire peu. Mais le peu que l'on peut, parfois, c'est déjà beaucoup. Voilà, et il ne faut surtout pas se culpabiliser. Alors maintenant, on est à Genève et je découvre de plus en plus de lieux, hein, où là, il y a l'école des parents, Oui. il y a la Fondation officielle de la Genève. Oui. Donc, il y a beaucoup de relais. Mais est-ce qu'ils sont connus? Et donc, Oui, il y a beaucoup de relais, il y a beaucoup de choses qui se font. Après, il faut se sentir en confiance dans ces lieux-là pour y aller. Et quand on vient, par exemple, régulièrement au culte, qu'on côtoie d'autres parents, mais oui, il y a quelque chose qui est... Et puis on peut prendre appui aussi quand on croit. Enfin, je ne sais pas si les parents qui viennent dans les églises sont des protestants culturels ou des protestants engagés, mais si c'est une question de conviction, on peut partir de textes bibliques aussi pour regarder comment Jésus faisait dans telle et telle situation. Pardon ? Oui, avec les enfants, ou avec ses disciples, Comment, voilà, on peut prendre appui sur par exemple, la question de la jalousie. Moi, je la traite très souvent avec Caïn et Abel quand je travaille avec des parents chrétiens. Et la question de la jalousie avec Caïn et Abel. Voilà, ça permet d'aborder des choses aussi. mais qu'est-ce que... Vous avez parlé de phénomènes sociétaux, etc. C'est quoi votre vision d'avenir pour qu'on n'ait pas des adolescents qui vous trucident avec des couteaux de plus en plus? Peut-être pas ça, peut-être pas jusque-là quand même. Mais... Pardon? Peut-être pas jusque-là. Ah non, mais Oui. de plus en plus. Oui. Ouais, ils sont... De plus en plus sur la Genève. Cécile. Ah. Et de quelle façon le terroriste aussi Ah bah oui. a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Mais quelle est votre vision Oui, non, mais je vais revenir là-dessus parce que je crois que c'est extrêmement important et peut-être que nous, citoyens, on peut avoir un rôle. Quand en France, il y a eu dans les années 90, oui, je crois que c'est les années 90, énormément de voitures qui brûlaient dans les quartiers. On est intervenu à plusieurs pour exiger que ça ne soit pas médiatisé. Parce que la question du feu, c'est une question centrale à l'adolescence. Et le feu a quelque chose à voir avec la jouissance. Et donc, à une période de sa vie où on est très pulsionnel, voilà, le feu va jouer un rôle. Et des jeunes qui mettent le feu comme ça, ou qui allument des allumettes pour s'amuser, c'est d'une fréquence, c'est d'une banalité ordinaire. Et donc, de voir ces images de feu, ça donnait des idées à certains. D'ailleurs, certains se sont fait prendre sur des sites parce qu'ils étaient venus voir le feu, mais ils n'avaient participé à rien. Mais le feu, ça produisait une excitation en eux qui était quelque chose de très plaisant, de très agréable. C'est difficile à comprendre quand on n'est plus adolescent, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une jouissance qui est recherchée à cet âge. Donc on avait réussi ça. Dans les années 90, il y a un moment donné où c'était plus du tout médiatisé. Aujourd'hui, quand ça arrive, c'est de nouveau médiatisé. Il ne faudrait pas médiatiser ces scènes-là. Oui, mais... Ben oui, mais... Oui, après, il y a des contrôles. Les réseaux sociaux sont contrôlés. Ils sont pas... il y a des possibilités de retirer possibilité de retirer des images. Enfin, ça se fait, ça. Et puis après, il y a aussi ce qui est public, il y a aussi les gens qui vont voir. Après, il y a la vie qu'on a aussi. On parle des écrans, mais je pense. Oui, c'est ça, oui, on en parlera avec l'adolescence. C'est un peu pareil, là. Il
après, il y a aussi l'accessibilité qu'on laisse aux enfants ou pas. Quelles limites on pose? Voilà, il y a quand même Bien sûr. aussi, voilà, je pense que beaucoup d'enfants qui sont et d'adolescents qui sont dans cette puissance. Je veux un attel, mais en même temps, non, tu rentres à la maison, tu poses un attel dans ta main. Oui, c'est pas si simple. Non, mais j'imagine bien, je ne suis pas encore là, donc je peux pas te dire oui, ça va être Le possible. téléphone, hein. Je ne suis pas encore là. N'empêche que, enfin voilà, en tout cas, je sais qu'à la maison, on est raccord là-dessus, ce sera pas avant tel âge, puis ce sera. Voilà, il y a des limites à poser, parce que si ces réseaux sociaux font entendre mal, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup trop d'accès et qu'il y a beaucoup de parents qui laissent trop d'accès comme ça, et ça ne va pas non plus. Pour répondre à votre deuxième question, c'est compliqué. Moi, je travaille sur la question des mutations. Alors, mutations sociétales, il y en a plein, vous les connaissez. Ne serait-ce que la représentation du travail qui, en Occident, est complètement dévalorisée. Et l'identité sociale n'est plus dans le travail, mais dans d'autres choses, dans des passions, dans le foot, dans je sais quoi, enfin bref, dans des tas de choses qui sont très intéressantes aussi. Mais voilà, l'identité sociale de base n'est plus du tout dans le travail. Mais moi, je m'intéresse aux mutations psychiques qui sont en train de se produire. Et avec le numérique, avec les écrans, avec l'accès à tout ce qui est possible, un certain nombre de personnes, et les enseignants le voient avec des collégiens ou des lycéens déjà dès maintenant, on voit qu'il y a des mutations profondes, un individualisme hyper radicalisé. Il n'y a que moi qui sais qui je veux devenir, et il n'y a que moi qui sais pour moi-même. Je n'accorde de l'autorité qu'à celui ou à celle que je choisis. Donc si je considère que mes parents sont nuls, etc., voilà. C'est moi qui décide pour moi. On est dans cette logique-là, qui est renforcée bien sûr par tous les réseaux sociaux où on peut mettre ce que l'on pense à tout moment. Et puis, un centrage aussi sur l'image. Il n'y a plus que l'image qui compte. Il faut que je me montre pour exister. Comme jadis, la royauté n'existait que quand elle était vue. Aujourd'hui, l'humain occidental n'existe que quand il est vu sur les réseaux sociaux. Donc il se montre. Il se montre dans toutes les possibilités. Et du coup, la question de l'intime, de l'intimité, de l'intériorité est en train de disparaître. Voilà. Alors il y a du travail pour lutter contre ça, lutter contre ce phénomène. Et quel travail, concrètement ? Continuer à semer la parole et à échanger le plus possible, créer des lieux de parole, des lieux d'échange sur des problématiques quotidiennes, des problématiques les choses qui intéressent les gens.